mais en particulier, peut-être, dans le cadre d'une... Prenez votre nom. Oui, ça ne sert pas à grand-chose. Même avec mes lunettes, je deviens vieux, je ne sais plus très bien la lire. Ah, alors oui, il faut que j'aille chercher pour vous, quelque part là, sans doute. Non, je vous en prie, faites comme si j'étais pas là. Non. Le problème, c'est que j'ai justement pas pris mes lunettes, donc... Effectivement, votre truc, c'est pas terrible. C'est pas terrible, non. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? C'est là? Non, c'est là? D'accord. Depuis que ma vue belge, je m'intéresse beaucoup au design. D'où l'intérêt des sens. Vous n'avez peut-être pas de pognon pour les invités à bouffer, par contre, c'est bien chauffé. Hein. Ouais. Puis dans le cas, vous êtes obligé de vous arrêter là. Hein. Écoutez. Bon, bah écoutez, bonjour à tous déjà. J'ai l'impression que je suis tombé sur une bande d'intello, ça va être assez difficile, mais enfin bon, en tout cas, on va essayer de faire de son mieux. La problématique du groupe Accor, en fait, de façon assez claire, c'est grosso modo, vous savez déjà, c'est 4000 hôtels, donc c'est quand même assez important. Et c'est des engagements sur du moyen et du long terme, donc c'est déterminer une stratégie et une réflexion qui fait que lorsqu'on va faire des choix, c'est sympa, on commence par les photos. En plus, je ne les connaissais pas, c'est bien. Bon. Et donc, c'est effectivement essayer d'anticiper les tendances fondamentales dans nos univers, de façon à pouvoir piloter des choix sur ce moyen et long terme. Ah, c'est joli ça. Donc, je vous en prie, hein. Je suis débranché la prise, à mon avis. Hein. C'est vachement perturbant. Hein. Je suis désolée. Non, mais je vous en prie. Non, mais je vous en prie, faites comme chez vous. C'est normal. Donc par rapport à ça, effectivement, la direction de l'innovation et du design du groupe, on s'est retrouvé il y a quelques années avec, moi j'ai certaines interrogations sur l'évolution de l'habitat et de l'hôtellerie évidemment, et d'essayer de comprendre ce qui allait se passer sur alors à chaque fois on raisonne sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, ce qui est une prétention absolue évidemment, mais par contre c'est assez nécessaire parce que quand vous construisez un hôtel, vous le construisez pour 50 ou 100 ans, quand vous rénovez un hôtel, vous le rénovez tous les 10 ou 12 ans. Et donc 10-12 ans, quand on voit la tête de vos téléphones portables il y a 10 ou 12 ans et ceux d'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que le challenge n'est pas évident. Alors, il y a une évidence qui m'a sauté aux yeux il y a quelques années, qui était qu'en fait, l'évolution de l'habitat et de l'hôtellerie était totalement liée à l'évolution des sociétés. Parce que je pense qu'on va venir après au cadre de la réflexion design. Je pense que s'il n'y a pas un cadre, il n'y a pas de réflexion fondamentale, et en tout cas, l'acte devient gratuit. Donc comprendre l'évolution de la société, c'est comprendre ce qu'on attend des designers. Mon rôle chez Accor, c'est de briefer les gens sur ce que j'attends. Et si je ne sais pas ce que j'attends, évidemment, ça va être un peu emmerdant quand même. Et donc, en fait, en poussant cette réflexion, on s'est rendu compte, grosso modo, qu'il y a 3 ères majeures. La première ère, c'est l'ère que j'appelle rurale, qui a vu sa fin au milieu du 19e, grosso modo, en Occident. Et qui, quand on regarde l'habitat rural, c'est un habitat qui est un habitat à pièce unique. Partout dans le monde quasiment, à part quelques marchés spécifiques, mais grosso modo c'est l'habitat pièce unique, on partage, on y vit, on y dort, on y mange, et à part les châteaux, etc. Mais encore une fois, c'est un marché de niche, on y viendra après. Et puis évolution, on passe de l'ère rurale à l'ère industrielle, il y a mutation physique des populations, des campagnes vers les villes, et on voit au même moment l'évolution de l'habitat. C'est-à-dire qu'on voit l'émergence d'un nouveau type d'habitat qui est un habitat à pièces dédiées. Et l'habitat à pièces dédiées, on a vu l'apparition de la chambre. On a vu l'apparition de la cité ouvrière, évidemment, avec l'ère industrielle, et en même temps, on voit l'apparition de l'habitat type haussmannien, victorien, etc. Alors, j'ai tendance à dire c'est le même habitat. Alors, évidemment, c'est sûr que l'ouvrier, il considère qu'il n'est pas à la pleine monceau, et effectivement, il y a une forme de frustration. Néanmoins, c'est la chambre, c'est le couloir, c'est la cuisine, la salle à manger, et effectivement, un certain nombre de salons pour l'habitat haussmannien, pour le bel habitat, et dans la cité ouvrière, la pièce, quand même, où on se réunit. Et donc ça c'est assez fondamental. Et puis on se rend compte qu'avec l'évolution et le début de la déshérence de certains secteurs industriels, apparaissent les lofts, ces années 60, 70, etc. Phénomène très très marginal, il y a beaucoup de gens tout de suite en pensant que l'habitat de demain c'est génial, c'est grand, c'est bon. Bon, en fait, de nouveau, c'est un épiphénomène qu'on peut comparer au château, c'est absolument pas la réalité du marché. D'abord, il y a des lofts, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et puis en plus, on s'est rendu compte avec les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui en énergie et autres, que c'est pas une réalité économique. Bon. Mais au même moment, on se rend compte que la mutation, elle est plus physique, elle est virtuelle,
Et on rentre dans cette nouvelle ère aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, de l'ère virtuelle et numérique, où la mutation elle est plus physique, mais par contre l'habitat reste dans ces villes avec une croissance démographique absolument monstrueuse, donc, et une crise économique et une crise environnementale. Donc l'habitat, il ne va pas être plus grand, il sera plutôt plus petit si on y arrive, et on va y venir. Il va rester dans les villes, mais par contre, il va vivre une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est quoi? C'est à travers l'habitat qu'on connaît, c'est un décloisonnement, c'est une flexibilité de l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace ouvert, ce n'est pas un espace fermé, c'est un espace qu'on va s'approprier en fonction des besoins et des usages. Alors évidemment, quand on dit ça, on se dit c'est sympa, mais évidemment, le premier détracteur, c'est gentil, on va raser les villes et on recommence. En fait, non, c'est la réalité. Sur le monde occidental, pratiquement les villes sont matures, elles sont construites. Il y a très peu de grues, en fait. Hein. On a parlé des fameuses grues de Berlin il y a quelques années, mais c'est fini. Vous voyez, à Berlin, c'est pratiquement terminé, la rénovation de Berlin. On parle de Shanghai, mais même Shanghai, vous regardez, ça évolue. En plus, avec la crise qui est en train d'arriver, ça ne va pas les aider. Donc finalement, le nombre de grues, on parle de Dubaï, bon, enfin, qui est un phénomène aussi qui, à mon avis, va se calmer très très vite. Donc on est sur un monde qui n'est pas en construction, mais qui va être en rénovation. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, à partir d'une page blanche, il y a ceux qui aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Le cas idéal n'existe pas. Donc il faut partir de contraintes. Et ces contraintes, en fait, on se rend compte que l'habitat, pour ceux qui connaissent bien structurellement, l'habitat tel qu'on l'a vécu depuis un siècle et demi, c'est un habitat dont les systèmes de construction nous permettent de décloisonner et d'apporter cette flexibilité. Donc en fait, avec un habitat qui existe, on sait le tourner vers ces années qui viennent. Alors quand on a dit ça, on a fait un bond, pour moi, assez considérable sur l'évolution et la réflexion fondamentale des espaces qu'on va vivre demain. Et quand je dis demain, je pense à 30, 40, 50 ans. Les espaces seront comme ça, ils seront modulables et flexibles. Alors, comment? Ça, c'est notre débat, et on va venir aux gens qui sont responsables de le traiter. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut, par contre, s'engager sur des durées assez longues? C'est très simple, il suffit de regarder les cycles de renouvellement de l'habitat. L'hôtellerie, je vous dis, c'est 10, 12, 15 ans. L'habitat particulier, c'est entre 18 et 22 ans. Alors, effectivement, il tend à se raccourcir un tout petit peu. Alors, ça dépend d'avoir des cycles économiques, mais ça tend à se raccourcir. Et une des raisons majeures, en fait, c'est les divorces et les séparations. Donc, effectivement, vu que ça a tendance à s'accroître, les gens se recréent un habitat. Donc, ça contribue à la rénovation de l'habitat. C'est quand même pas si mal. Mais en tout cas, c'est des cycles assez longs. Et prendre conscience aujourd'hui de cette évolution, c'est prendre conscience que... et c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit l'histoire démarre, on sait qu'au minimum on a pour 20 ou 30 ans avant que l'habitat tourne vers ça. Donc ça, c'est assez fondamental parce que ça nous plante le décor qu'on va devoir, et le brief qu'on va devoir donner à nos architectes d'intérieur. Alors, j'ai entendu des choses tout à l'heure sur lesquelles, évidemment, je ne suis pas d'accord du tout, mais donc je vais me permettre. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement... La discussion aussi, encore tout à l'heure. Non, mais je crois que je l'avais exprès d'ailleurs. Je pense que le décorateur et designer, ce que vous évoquiez, c'est un peu comme les techniciens de surface, les femmes de ménage. Non, je crois que c'est pas ça du tout. Je crois qu'en fait, on a 3 ou 4 métiers majeurs dans les castings que je fais auprès des prestataires qui travaillent pour le groupe. J'ai effectivement les architectes, pour moi, dont le rôle est parfaitement défini. Il y a des architectes d'intérieur, il y a des décorateurs, il y a des designers. Un décorateur n'est pas un designer, un designer n'est pas un décorateur. Alors, il peut faire les deux éventuellement, comme il peut faire le ménage également, mais ce n'est pas du tout les mêmes métiers. En tout cas, c'est clair. Et l'architecte d'intérieur, effectivement, c'est celui qui va structurer l'espace et éventuellement le décorer ou le designer, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment des métiers qui sont clairement différents les uns des autres. Je voulais apporter cette petite explication parce que je pense que si on n'est pas d'accord sur les termes, on risque de ne pas s'entendre. C'était nécessaire, je vous en remercie. Mais je vous en prie. Donc, mais pas plus loin. J'ai une autre remarque par rapport également à l'évolution qu'on a vécue ces dernières années dans l'hôtellerie et l'habitat, sur lequel je suis pas d'accord non plus. C'est-à-dire qu'on parle de montée en gamme en ce moment, on en parle à tout va. Je crois que c'est certainement pas la majorité des cas. C'est une perception qu'on en a. Et en fait, la perception, elle provient de ce qu'a connu le monde occidental après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait un besoin de construction, il y avait un besoin de répondre à un habitat immédiat, il y avait besoin dans l'habitat d'avoir de l'eau chaude, un certain nombre de conforts, qui ont été les basiques. Ces basiques, on y a travaillé pendant 20 ans ou 30 ans, et on y a accédé aujourd'hui. Et à partir du moment où on a les basiques, on attend effectivement une amélioration. Mais l'amélioration visuelle, et justement le rôle de plus en plus prépondérant de la décoration, du design, etc., provient du fait qu'on a déjà les basiques.
on n'aurait pas les basiques, on n'aurait pas les moyens de s'en préoccuper, en tout cas ce ne serait pas la priorité. Donc c'est simplement parce qu'on a acquis ça qu'aujourd'hui ça devient véritablement un challenge. Non, je faisais référence plutôt à, sans se porter un jugement de valeur, mais sur la réalité des choses, sur le verbe des dirigeants d'entreprise dans les services. C'est-à-dire que beaucoup nous disent on voudrait trouver des moyens de monter en gamme dans beaucoup de services qui sont plus ou moins attachés à de la consommation de masse qui, mais voudrait se valoriser. Donc c'est voilà. Mais c'est une perception, encore une fois, c'est une perception, comme vous disiez. D'abord, économiquement, on n'a pas les moyens d'augmenter les coûts. Et on va voir sur des exemples que j'ai apportés, qui sont le re-engineering, pratiquement, si on prend accord, de toutes nos marques. Parfois, on me dit, mais les nouveaux concepts sont plus beaux, sont plus ceci, sont plus cela. D'abord, c'est très, très subjectif. Mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est simplement que, avec cette évolution et cette mutation fondamentale de l'habitat et donc de la chambre elle-même, la prise de conscience qu'on rentre dans cette troisième ère, c'est aussi une façon de gérer l'espace autrement. C'est-à-dire que si on prend l'hôtellerie, on s'est amusé à empiler ces dernières années pour faire plaisir aux clients plein de trucs, et en oubliant les fondamentaux et en oubliant de remettre en question les premiers, qui n'étaient plus les priorités. Et donc on arrivait à monter en coût. Bonjour. Ça va? Ok. Ça va bien. On nous en prie. Non, mais on en arrivait à monter en coût le coût des produits des chambres, et puis finalement on perdait la réalité, on avait perdu l'analyse de l'attente fondamentale de nos clients, qui est en train de changer, mais qui change de façon extrêmement profonde. Et elle ne change pas. Notre univers, il est fait de macro-évolution et de micro-évolution. L'entrée dans cette troisième ère, c'est une macro-évolution. Donc il faut prendre conscience. Donc c'est un re-engineering de la chambre, ou des espaces, qui passe par la suppression d'un certain nombre d'objets ou de fonctions dont on n'a plus besoin, ou en tout cas qui ne sont plus adaptés. Alors par exemple, dans l'hôtellerie traditionnelle qu'on a connue, on a connu le rideau classique avec son porte-en-bras ou son machin. Je veux dire, aujourd'hui, ça sert à rien. D'abord, c'est parce qu'attend le client. C'est une minute pour la femme de chambre pour accrocher le rideau. C'est une baignoire qui n'est quasiment plus utilisée. Alors du coup, quand on a muté ces 20 dernières années vers la douche, c'est quand même une tendance fondamentale, on a commencé à mettre des rideaux en plastique qui vous calent aux fesses, et puis un pare-douche merdique, et puis pour ceux qui ont un peu de mal à enjamber la baignoire, et puis la baignoire elle a un fond rond, donc on se casse la gueule, enfin, bon, c'est quand même pas très logique tout ça. Donc, et en fait, l'évolution morphologique faisait que la baignoire en hôtellerie, grosso modo, donc pratiquement transversalement, y compris dans l'hôtellerie de haut de gamme, hein, et là aussi on y reviendra sur les définitions, eh bien on se retrouvait effectivement avec des objets complètement d'un mètre 60, parce qu'effectivement, 1 cm de croissance physique tous les 6 ans fait que l'évolution morphologique a énormément induit l'évolution. Mais simplement 1m60 de baignoire, c'est ridicule, une douche d'1m60, c'est très confortable. En plus, on consomme moins d'eau, ce qui nous arrange aussi au passage. Donc, si vous voulez, ça, c'est absolument des mutations fondamentales. Donc, typiquement, dire je mets une baignoire dans ma chambre d'hôtel, on le met sur certaines suites, ça ne sert à rien, c'est quasiment jamais utilisé, et en tout cas, c'est pas une demande prioritaire. Il y a une chose qui est aussi, par exemple, dans la chambre d'hôtel, c'est l'évolution du voyageur. Le voyageur voyage plus léger. Et il voyage plus vite et plus léger. Donc mettre des grands dressings dans lesquels le type il peut pendre 7, 8 ou 10 costards alors qu'il a à peine un costard sur le dos et un slip, une paire de chaussettes, je veux dire, avec des tiroirs, des trucs, c'est à la fois du ménage, c'est un coût d'investissement et c'est surtout un usage d'espace au moment où on va réfléchir au contraire à gérer l'espace autrement. La première réaction de n'importe qui, c'est de dire « Ah, je veux une chambre plus grande, plus machin, etc. » Ben, ça, typiquement, c'est une ânerie totale. Si on réfléchit bien, une chambre, elle devrait être plutôt plus petite, en surface, mais donner l'impression d'espace. Et donc, on va y venir également. Parce que 1 mètre carré, c'est 3 mètres cubes à ventiler, chauffer, refroidir. Ben, 3 mètres cubes, c'est beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est effectivement, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris l'évolution fondamentale de l'habitat et de l'hôtellerie des années qui viennent. En tout cas, en termes de résultats. Donc planter ce type de décor dans les briefs qu'on fait à nos partenaires créateurs, designers et autres, encore une fois, je ne m'arrêterai pas qu'au mot design justement, c'est effectivement planter un décor pour aller vers une voie qui est la voie de l'efficacité et des attentes fondamentales. On peut plus se permettre, on ne peut pas se permettre l'acte totalement gratuit qui n'a pas de sens et qui coûte du temps, de l'entretien, etc. Un exemple simplement que je donne souvent aussi aux architectes quand ils s'envoient un petit peu en l'air, c'est de dire votre concept c'est sympa, c'est 1 minute de ménage de plus. Eh bien, chez Accor, 1 minute, c'est 500 000 minutes par jour dans le monde. Est-ce qu'on a les moyens de gaspiller 500 000 minutes ? Ça calme un peu le débat quand même. Hein.
Donc ce genre d'images, ils sont importantes. Mais si c'est chez nous, c'est vrai dans tout l'univers de l'hospitalité, c'est-à-dire que on est un grain de sable, même le groupe Accor qui est important, c'est un grain de sable par rapport au nombre d'hôtels, au nombre de chambres dans le monde. Donc si on ne pense pas comme ça, on ne pense pas justement dans cette nouvelle dimension d'environnement et de construction. Juste, avant de passer les quelques slides que je vais amener sur le nouveau concept de chambre et pour vous expliquer un petit peu les orientations, on définit grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, l'hôtellerie, ça va du budget hotel. Alors le budget hotel, c'est type Formule 1, enfin c'est vraiment les hôtels d'entrée de gamme. Après, il y a l'économique. Chez Accor, ce serait étape en entrée d'économique et Ibis en haut d'économique. Après, on a ce qu'on appelle le mid-scale, milieu de gamme, qui est plutôt incarné par Mercure et par Novotel. Et puis après, on part vers l'upscale, l'upper upscale, luxury et palace. Grosso modo, luxury, ce serait Sofitel, upper upscale, c'est Pullman, et palace, ce serait certains hôtels, qui sont des hôtels effectivement de niche. Juste une petite remarque, parce que c'est un sujet qui interroge tout le monde, même si ça n'a pas un intérêt fondamental. On préfère parler de luxe et de palace que de parler d'économique. Moi, personnellement, je m'amuse plus à faire de l'économique que des palaces. Je crois qu'on ne devient pas palace, on décide pas d'être palace, hein, pour être très clair. L'hôtelier qui dit mon hôtel de luxe, j'en fais un palace, bah, soit il ne connaît pas son métier, soit c'est un prétentieux ou un imbécile. Le palace, c'est le client lui-même, c'est les clients et c'est l'histoire qui font un palace. C'est pas du tout, on ne décrète pas. On n'ouvre pas un hôtel en disant j'ai ouvert un palace. Ça, c'est absolument, ça s'est jamais vu. Alors, encore une fois, si la presse en fait le relais, on l'a vécu avec le Fouquet's Barrière, par exemple, qui a décrété être le 8e palace de Paris. Moi, je veux bien. C'est l'histoire qu'on fera un palace, mais en tout cas, il n'a pas été palace à l'ouverture, il ne le sera pas, sauf si l'histoire décide que ce sera un palace. On ne passe pas de l'un à l'autre, c'est pas vrai. Donc ça c'est très important parce qu'autrement on ne se comprend pas du tout. Et dans toutes les réunions qu'il y a, les grandes messes sur l'hôtellerie, on ne parle que de luxe et de palace et finalement c'est pas clair du tout. Je crois que le luxe de demain reste à concevoir. On est en train de changer fondamentalement d'air et le luxe de demain ce sera certainement pas l'espace. Parce que l'espace, on n'aura pas les moyens de se l'offrir. Alors, toute proportion gardée, c'est sûr que la dimension d'une chambre de luxe ne sera pas la dimension d'un budget hôtel, ça, il n'y a pas de débat. Mais fondamentalement, ce ne sera pas un hôtel. En luxe, dans toute l'hôtellerie, grosso modo, on retrouve une clientèle, et là également c'est important pour nous, designers et architectes, c'est qui notre cible à un moment donné. Si c'est un hôtel d'affaires, l'hôtel d'affaires c'est un indépendant, c'est un type qui passe une nuit ou une femme qui passe une nuit, qui arrive généralement à 6 ou 7 heures, voire 8 ou 9 heures, et qui repart le lendemain à 7 heures. Donc c'est quoi son attente? Eh bien, c'est un lit, c'est un espace douche et une connectique avec un écran. Point final. Tout le reste, quand on s'amuse à mettre un sofa avec 2 fauteuils, c'est marrant, le mec il va pas sauter de trucs comme ça. Bon, vous lui bouffez son espace, vous lui polluez la vie, et généralement pour rentrer tout ça, parce que les architectes sont quand même pas cons, ils en mettent des petits, parce qu'en ce moment ça rentre pas. Et le mec qui est gros, il rentre pas dedans. Donc c'est pas vraiment l'approche du luxe. En tout cas, c'est pas ça. Donc c'est plutôt quelque chose de très confortable. Alors pour revenir, et encore une fois, on va le retrouver sur ces concepts, priorité numéro 1, c'est le lit. On vient dans un hôtel pour se ressourcer. C'est la fonction fondamentale d'un hôtel. Quand on oublie ça, on oublie nos métiers. Donc on a beaucoup travaillé sur le lit ces dernières années, sur le confort, sur les hauteurs. Alors, une anecdote amusante, on dit aujourd'hui, c'est une tendance, on met les lits hauts. Bah non, c'est pas une tendance du tout. C'est la réalité fondamentale de l'Occident. À part pendant 30 années, qui à notre échelle sont importantes, mais à l'échelle de l'humanité sont très peu de choses, les lits ont toujours été hauts. Bon, donc on les a descendus à un moment donné, on fumait la moquette, justement, c'est les plus simples, c'est les années hippies, les retours à la Terre, mais bon, c'est le seul moment où les lits étaient bas. Autrement, en Occident, on prenait toutes les illustrations, les lits ont toujours été hauts. Donc on revient simplement à des basiques, mais simplement les conforts ont changé. On arrive aujourd'hui avec des nouveaux composants, des nouvelles matières, l'émergence de nouvelles mousses, les mémoires de forme, etc. Bon, le lit, c'est le centre. Mais pour se ressourcer, et c'est notre métier, encore une fois, c'est le no stress. On rentre dans une chambre, si on commence à lui foutre un tableau de bord, pas possible, avec un mode d'emploi pour dire, donc le type, non seulement il se sent con, ce qui est quand même pas terrible, mais en plus, il sait pas comment ça marche. Donc vous lui créez un stress. Donc pour se reposer, c'est quand même pas terrible. Donc, on simplifie, toutes les technologies qu'on va mettre, on va y venir, elles sont là pour accompagner l'homme vers la relaxation et le bien-être, et certainement pas pour lui filer la migraine. Donc, le lit. Le lit, c'est l'isolation thermique, l'isolation phonique, c'est tout ce qui va emmener vers le sommeil et accompagner le sommeil. Donc, c'est tous ces paramètres qui sont objectifs et subjectifs. L'objectif, c'est chacun a ses habitudes de sommeil en termes de température, c'est pouvoir le régler de façon efficace.
C'est sûr que si vous avez comme ici une clim qui fout le bordel, vous ne dormez pas. C'est pour ça que je parle fort, je couvre. Bah oui. Donc ça ne marche pas. Si vous avez besoin d'un blackout total, il y a des gens qui ont besoin d'une noire absolue, d'autres qui au contraire qu'on la trouille, qu'on laisse une viseuse. La liseuse, on a besoin. Donc fondamentalement, on est là pour comprendre les process, et d'ailleurs j'ai fait une journée des architectes pour les informer avec des chercheurs sur les mécanismes objectifs et subjectifs du sommeil. On leur dit, mais ça sert à quoi le sommeil? On dort tous? Ben non, on dort pas tous, on dort pas tous bien. Donc comprendre les process. Et subjectif, c'est quoi? Eh ben, on se rend compte que quand on a grosso modo 20% de femmes dans nos hôtels, l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire que la perception, par exemple, d'hygiène peut être un problème. C'est-à-dire que si on a l'impression que la chambre n'est pas propre, bon, je pense que la plupart des hommes apprécient pas trop, mais une femme, ça va être l'angoisse absolue. Si on est en rez-de-chaussée avec une fenêtre qui donne sur un parking ou un jardin, il y aura toujours le risque d'intrusion. Pour reprendre un sujet intéressant sur le son, on avait travaillé sur le bruit d'impact d'une porte quand il se ferme, une porte de chambre. Ben, c'est comme pour une voiture. Si le son est sourd, on dit celle-là est solide, les mecs ne vont pas rentrer dans ma chambre. Si ça fait un peu light, la porte n'est pas solide. Du coup, on a la trouille d'une intrusion pendant la nuit. Donc on dormira mal. L'autre phénomène du sommeil, c'est le réveil. On a tous en affaire un avion le lendemain, un rendez-vous, etc. Donc si on a la trouille de ne pas se réveiller, de ne pas être réveillé comme il faut, on dormira mal. Donc il faut absolument une réassurance. Or, aujourd'hui, l'homme qui est à peu près un quadrupède à peine évolué, toute la technologie des réveils automatiques, tout le monde a la trouille. Si on n'a pas son réveil ou son truc, on a tous la trouille de ne pas se réveiller. Et du coup, vous dormez mal. Donc comment est-ce qu'on réassure à travers un réveil qui véritablement va vous emmener dans le sommeil? Et puis ce qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est assez amusant, cette génération qu'on appelle plus ou moins la génération vautrée, c'est le comportement sur le lit. C'est-à-dire, avant, le lit, grosso modo, c'était dans la chambre, déjà, et dans la chambre, et l'habitat hôtellerie, c'est le même univers, hein. Eh bien, on y dormait, voire on s'y reproduisait. Mais c'est tout, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, on y travaille, on y mange, on se vautre, on bouquine, on fait tout sur le lit. Et c'est là où on voit, dans la chambre d'hôtel, qui est la traduction de l'habitat, comment est-ce que sur le lit a pris de l'importance. Donc il l'a pris dans ses dimensions, il répond aux évolutions morphologiques. Il faut savoir que 1,90 m, grosso modo, c'était la longueur d'un lit dans les années 60, on est passé à 2 mètres, et le premier standard mondial à 2,10 m, c'est moi qui l'ai imposé il y a une dizaine d'années chez Sofitel, et maintenant ça arrive dans toutes les autres marques, parce que, qu'on le veuille ou non, les gens grandissent. On avait, il y a une dizaine d'années, 2% de la population qui dépasse 1,90 m, aujourd'hui c'est 9%. Bon, les petits, il y en a toujours autant. Hein. Mais, bah oui, il y en a 20%, en dessous de 1,65 m. Voilà, 20%. Donc, alors évidemment, lui, tu lui dis, un lit de 2,10 m, il ne comprend pas. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Donc, le lit allongé. Et puis, donc le confort aujourd'hui, ça n'a pas été cette course comme l'ont fait à un moment donné les anglo-saxons, parce qu'on est souvent en opposition sur un centre de réflexion, il fait que le lit soit large. Bah, c'est vrai qu'on peut dormir dans l'autre sens, mais l'important c'est quand même la longueur du lit. Donc on a été les premiers à imposer ça au niveau mondial, eux ils n'ont toujours pas suivi, ils sont toujours à 2,04, mais on est à 2,10, et effectivement je pense que c'est un commentaire qui nous revient souvent. Le second point, c'est la salle de bain, effectivement je vous parlais de l'après-guerre, qui est devenue la salle de bien. C'est-à-dire, là aussi, on a le fondamental, on se lave, on a de l'eau chaude, on a tout ce qu'on veut, donc maintenant on veut du plaisir. Et ce plaisir, il se traduit par l'ergonomie de l'espace, par les matières, les couleurs. Et effectivement, la phase suivante, bah c'est ce que je vous évoque, cette troisième ère, la flexibilité. C'est-à-dire que la chambre, la baignoire au bout du lit, c'est pas très très pratique, surtout quand on se lève la nuit. Mais par contre, avoir une salle de bain qui peut s'ouvrir sur la chambre pour avoir une notion d'espace supérieure, quand vous êtes seul dans votre chambre, encore une fois, comme disait Coluche, quand il y a la WC, t'es dedans ou dehors, la porte ne sert à rien. Donc j'avais rappelé, mais en tout cas, il faut pouvoir moduler son espace en fonction de ce qu'on veut. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, oui, il y a une porte, ou il y a une cloison qui permet de s'isoler lorsqu'on en a envie, et qui permet de s'ouvrir lorsqu'on en a envie également. Rien de tel, par exemple, sur certains hôtels, moi je pense à Sofitel qu'on a refait à Rio, etc., où on prend sa douche, et on voit Copacabana. C'est quand même plus sympa qu'une douche fermée, quand même. Hein. Il y a une forme de rêve aussi, et on va y venir sur les concept rooms également. On laisse le choix, on n'impose pas un mode, et ça j'y tiens. On n'a pas le droit d'imposer à aucun client un mode de vie ou un mode d'usage, mais par contre, on lui propose des scénarios d'ambiance et de vie. Donc là, effectivement, on voit l'émergence de ce type de produit. Et le troisième point, qu'on y veuille ou non, bah, c'est effectivement la connectique et ce qu'attendent les gens dans leur chambre. Alors, c'est certainement pas une chambre au bureau. Moi, je me suis toujours opposé à ça.
Il y a eu une grande tendance à un moment donné, on s'amusait à foutre un chaise à roulettes, le fax et le machin, et on vendait des chambres bureaux. C'est vachement sympa, le mec il a passé 10 € au bureau à se faire emmerder par des clients ou son patron, et le soir il dort, pof, on te relaxe, on te refout dans un bureau. Ah c'est parfait. Le mec il n'est pas dépaysé. Hein. Donc moi ça je ne crois pas une seconde. Par contre, statistiquement on pense, parce qu'encore une fois c'est pas évident, la moyenne c'est 8 minutes de travail dans une chambre d'hôtel. Hein. Donc, alors il y en a peut-être qui font, moi vu que c'est 0, il y en a qui font plus, hein, c'est la moyenne, hein. Mais ça fait quand même pas beaucoup quand même. Hein. Donc vouloir faire d'une chambre un bureau, c'est une ânerie. Par contre, effectivement, avoir toutes ces connectiques nécessaires pour pouvoir communiquer avec le monde, et c'est vrai que l'écran aujourd'hui est passif et actif. Il est passif lorsqu'on regarde les jeux de 20 heures, il est actif lorsqu'on communique avec le monde à travers ce support, et ce sera de plus en plus vrai. Donc ça c'est effectivement ce qu'on vit. Et une fois qu'on a fait ça, et on vient justement au rôle qu'on attend, on a planté le décor extrêmement clairement aux archis d'intérieur, designers, etc., de ce qu'on attend. Et après, là, toutes les voies s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on a donné un cadre extrêmement précis dans lequel, en fait, chacun va pouvoir s'exprimer. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, l'innovation, parce que justement on est en plein dedans. L'innovation, c'est pour moi et ma cellule, c'est d'avoir cette vision à moyen et long terme, ce qui est extrêmement difficile, mais là pour le coup j'en suis absolument persuadé, qui va nous permettre de savoir ce qu'on veut faire et comment le faire, et puis après, en fonction de la nature des projets, de s'orienter vers tel ou tel concepteur, par rapport à son talent, ce qu'il sait faire et son feeling. Et c'est là où le casting parfois est un peu difficile, mais en tout cas, il y a tous les talents dans le monde, c'est pas très difficile de trouver des talents, ce qui est difficile parfois c'est pas se bourrer. Mais bon, et le débat est franchement ouvert. Alors on va juste passer sur quelques photos, si vous voulez, parce que ce sera plus marrant que mon laïus. Il n'y a plus là? Hop, ça marche. Bon, alors on commence par le budget hotel. Bon, c'est Formule 1 qui a été relooké récemment par mon équipe. Hein. Donc ça, effectivement, on n'a vraiment pas de sous du tout, il faut être très clair. Hein. C'est un hôtel, la chambre fait 9 mètres carrés. C'est un concept Formule 1 qui a 22 ans, qui était extrêmement économiquement rentable. Et en fait, au départ, l'idée de Formule 1, c'est de concevoir ces hôtels modulaires. Donc il y a 22 ans, c'était quand même pas mal. Et on pensait qu'il durerait 20 à 22 ans. Manque de chance, on nous a demandé de les rénover, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, on pensait qu'on les foutrait par terre et qu'on recommencerait. Donc rénover un bâtiment qui était conçu pour 20 ans, c'est pas très facile, et surtout évidemment avec moins d'argent qu'avant. Donc, bon, c'est vraiment un espace extrêmement petit et fonctionnel, mais on apporte une forme. Alors, il faut quand même repérer, bon, effectivement, on introduit l'écran plat et la connectique. Hein. Alors après, on va venir sur un dessin, c'est étape. Alors étape, c'est 12 mètres carrés 50, donc c'est pas très grand non plus. Et c'est un concept, effectivement, que vous repérez. Vous voyez la liaison entre les espaces, c'est-à-dire qu'il y a un espace privatif. Il faut savoir que la cabine douche fait 1,10 m par 80. C'est-à-dire que sur de l'économique, ça n'existe nulle part au monde. Avoir une douche aussi spacieuse. Et on a une colonne unique dans laquelle, effectivement, pour des raisons, c'est un module. Le module arrive, il est plugué. Alors pour faire ça, en plus on a un lit qui fait 150 par 2 mètres de long, ce qui est également en économique extrêmement rare. Donc on apporte, c'est pas parce qu'encore une fois le client n'a pas de sous qu'on va le faire dormir plié en 4, ce serait pas très logique. Et néanmoins le lit s'allonge, il s'agrandit et la chambre on pousse pas les murs. Donc la réalité c'est ça. Et donc alors pour travailler là-dessus, j'ai pris un type assez étonnant qui s'appelle Paul Prisman, qui est un Anglais, qui est archi d'intérieur, c'est une cellule assez connue, archi d'intérieur et ils sont aussi designers, c'est une équipe assez sérieuse. Ils ont entre autres designé les premières cabines de l'A380. Ils ont fait le Virgin Train et ils font des bateaux de croisière et ils ont fait l'Yotel pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des gens extrêmement talentueux, mais surtout qui sont habitués à travailler sur des micro-volumes avec une ergonomie et des formes. Et quand on regarde, effectivement, on se tape nulle part, tout est imbriqué, etc. Le challenge est toujours le même, c'est-à-dire on n'a toujours pas plus d'argent. Le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est la résultante de cette évolution de la fonction simple à la fonction décorative, ou en tout cas bien designée, c'est que souvent on allonge un tout petit peu le temps de maintenance. Et ça, c'est quand même un des gros challenges de demain. La main-d'œuvre sera de plus en plus chère, elle sera, je dirais, globalement plutôt moins compétente. Donc c'est quand même un problème. Mais on a beaucoup de mal à rester dans le temps précédent. On n'a pas de difficulté à rester dans le budget précédent. Enfin, pas de difficulté, c'est sportif, mais enfin, on y arrive quand même. Mais par contre, sur le temps, on a beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est Paul Prisman qui nous a fait ça.
Et les protos sont sortis, les premiers tests clients sont extrêmement positifs. Alors, il faut savoir que dans la chambre précédente, on a quand même écran plat, on a LCD, les connectiques pour MP3, etc. C'est-à-dire qu'on fait bon ça. Donc ça c'est un concept qu'on a lancé il y a quelques mois qui s'appelle All Season. All Season, ça correspond à un hôtel économique, mais un hôtel économique, c'est essentiellement des franchisés, pour être très clair. Et ce sont des hôtels non standardisés. C'est-à-dire que c'est des hôtels d'opportunité. Ça peut être l'ancien hôtel de préfecture ou de sous-préfecture, où le type il veut rejoindre un groupe international pour bénéficier de la distribution et d'une forme de savoir-faire hôtelier, qu'on le veuille ou non. Et donc chaque hôtel est différent. Il y a néanmoins une espèce de philosophie qui est... Alors souvent c'est des petites chambres aussi, hein. Donc c'est encore une fois cette notion de transparence et d'espace. C'est souvent des hôtels à occupation unique, une fois de plus. Donc on joue ça. Alors là en l'occurrence, on a Søren Eriksen, qui est un designer danois qui a fait la maison du Danemark et des choses comme ça. Bon, c'est aussi quelqu'un d'assez assez connu. Alors ça c'est en cours, c'est le nouveau concept, c'est presque une avant-première, c'est le nouveau concept Ibis, qui est dessiné par l'agence Nassau Marcello Giulia, vous le connaissez aussi, qui est aussi un architecte et designer international qui est plutôt talentueux aussi. Et toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur un module central, le lit fait face à la fenêtre, sur une chambre qui fait 16 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal non plus, et ce module il arrive en préfa complet, c'est-à-dire il est en connexion immédiate, et donc c'est un produit extrêmement efficace, qui en finalisation, le proto également est en cours. Alors ça c'est Prispan de nous, il a resévi, c'est-à-dire que c'est le concept Motel 6 aux US, que vous devez connaître, il y a quand même 900 motels aux US, hein, c'est une des plus grosses chaînes de motels américaines, qui aujourd'hui est véritablement le look routier, et on se dit finalement, le marché de demain du motel, entre autres aux US, ça va être aussi avec beaucoup de jeunes, des backpackers, des choses comme ça, et donc il faut tourner le produit. Donc j'ai lancé un concours aux US avec des cabinets... Et puis je me suis dit, on va quand même leur botter un peu les fesses, on va leur mettre un anglais. Et puis finalement, c'est l'anglais qui a gagné le concours, parce que je pense que les vrais talents sont plutôt en Europe en ce moment qu'aux US. Mais en tout cas, il a gagné le concours. Et voilà, la chambre, les motels de demain, a priori, ils sont déjà en test. Les résultats sont absolument formidables. Les réticences qu'on craignait à l'évolution, parce que là, c'est quasiment une révolution, ont été extrêmement positifs. Et en fait, ça démarre comme une traînée de poudre. Donc, il y a Motel 6, et on développe en même temps un nouveau concept qui s'appelle Studio 6, pour des séjours un peu plus longs. Et on développe également un nouveau concept qui est dérivé de Motel 6, qui est Motel 6 pour le Mexique. Le marché mexicain étant positionné un petit peu en dessous du marché américain en pouvoir, mais en continuité totale, parce qu'effectivement, quand on est frontière, en fait, on a le même type de clientèle des deux côtés, mais pas avec les mêmes moyens. Alors ça c'est Suite Hotel, donc on a pris Patrick Norguet, qui également, il y a eu un concours qui l'a emporté, qui effectivement, pour ceux qui connaissent Suite Hotel, c'est également une évolution extrêmement forte. Alors Suite Hotel, c'est un produit mid-scale, qui est un produit qui fait 30 mètres carrés et qui se positionne comme Novotel, simplement là où Novotel est un produit tout service all included, sur Suite Hotel vous avez absolument que la chambre. Le ratio à la clé est le même que Novotel, mais simplement ce qu'on ne donne pas dans les services généraux, parce qu'il n'y a pas de services généraux quasiment, on le donne dans la chambre. Donc c'est un choix d'habitation différent. Ça peut être pour du moyen et long séjour, mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens en court séjour qui préfèrent pour une nuit avoir un espace grand, parce qu'en fait, quand vous êtes en centre-ville, les restos ils sont autour, vous n'avez rien à foutre qu'il y ait un resto en bas, hein. Donc c'est un parti pris, en tout cas c'est un produit qui redémarre également. Ça c'est la chambre témoin, et le développement est en cours. Alors, ça c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une galerie. Ah, c'est pas mal ça. Moi je ne connaissais pas celle-là. Non, je déconne. Bon, alors, M-Gallery, c'est quoi? M-Gallery, ça correspondait, si vous voulez, à... C'est Mercure, mais Mercure Plus. Donc, si vous voulez, ça correspondrait à un marché... Avant, c'était nos grands Mercure. C'est-à-dire, c'est positionné en upscale. C'est en 4 étoiles, normes françaises, hein, parce qu'il y a des problèmes de normes entre la France et tous les autres. En fait, on l'a fait différemment, mais pour des raisons fiscales qu'on aurait pu évoquer plus précédemment. Donc on va recoller à l'international prochainement, mais en tout cas, bon, c'est 4 étoiles. Alors, et ça, ce sont des produits qui sont
tous différents les uns des autres. C'est-à-dire que ça peut être un produit assez designé, assez contemporain, ça peut être un produit extrêmement classique. On a par exemple le Grand Mercure de Cabourg qui passe donc M Gallery, et c'est évidemment cet hôtel qui est mythique, parce que Colette y a écrit tous les grands écrivains qui ont séjourné, et on veut lui garder son jus d'origine. Alors ça c'est voilà, c'est Novotel. Donc on y vient. Donc là c'est la chambre Novotel, donc dessinée par un cabinet international à Thomas Dossier. Et donc l'idée, on retrouve la transparence ou la translucidité avec la cabine douche que vous voyez, qui en fait est gérée par ce qu'on appelle un Privalight. Pour ceux qui connaissent, c'est le système Saint-Gobain, vous appuyez, ça devient opaque. Donc on garde l'intimité. On a totalement sacralisé le lit, comme vous le voyez, avec une tête de lit et ce rétroéclairage qui fait que quand vous êtes dans le lit que vous voulez lire, c'est extrêmement confortable, extrêmement doux et reposant. Et effectivement, tout un board. Alors, la connectique, elle ne sera pas là, c'est un proto, elle sera sur le côté, mais en tout cas, il y a une notion de connectique. Ça, c'est Pullman, donc la marque qu'on a relancée il y a quelques mois, hein, et donc Pullman Bercy, Pullman La Défense qui est juste à côté, etc., qui est positionné en upper upscale, et qui, selon le type d'hôtel, et sur les hôtels, si on prend Pullman Sofitel, c'est un hôtel de groupe et de convention, là où Sofitel est plutôt un hôtel d'indépendants. Mais on retrouve encore une fois ces liaisons chambre, salle de bain et ces espaces effectivement assez agréables à vivre. Alors, là je ne vous ai pas mis des Sofitel ou des légendes ou des machins, parce que ça n'a pas grand intérêt. Alors, pour faire ça, il y a une dizaine d'années, j'ai lancé une idée qui était de dire on va faire des concept rooms. On est les seuls au monde à faire ce genre de produit. Concept room, c'est pas une chambre témoin, hein. C'est comme une concept car, c'est une chambre qui n'est est totalement subjective. C'est-à-dire on y met des nouvelles technologies, des nouvelles matières, et on les teste grandeur nature dans un hôtel. Ça nous permet d'avoir des remontées clients sur des évolutions. Parce qu'une fois vous demandez à un client ce qu'il veut, par essence, il va vous demander ce qu'il connaît, pas ce qu'il ignore. Donc on est là pour lui montrer les produits qu'il ignore, des façons de vivre différentes, et se rendre compte s'il le comprend, s'il ne le comprend pas, s'il l'aime, s'il ne l'aime pas. Donc c'est le principe de ces concept rooms. Donc on en a fait un certain nombre comme ça. Donc il y a eu la 620, ils ont tous des noms de code. On voit la liaison chambre-salle de bain déjà, et c'est une chambre qui a une dizaine d'années déjà, celle-là. On a, alors ça c'est la toute première, c'est la concept room, la 217 Arc de Triomphe, où on avait déjà la télé dans le miroir. Cette chambre, elle est de 97. Alors, quand il y a quelques années on nous a dit c'est génial, on a inventé des télés dans les miroirs, moi ça me fait doucement marrer. Cette chambre-là, c'est moi qui l'ai inventée il y a 11 ou 12 ans. Donc c'était assez marrant, avec fibre optique, un certain nombre de choses. C'était une commande, comment dirais-je, avec clavier tactile pour toute la domotique de la chambre. C'était la première chambre domotique au monde aussi. La précédente, c'était aussi la première équipée en accès biométrique, hein. Donc c'est quand même des concepts assez intéressants. 307 Le Faubourg, c'est une chambre qui a été faite il y a une année. Pareil, c'est comment est-ce que dans le Sofitel du Faubourg, alors, c'est pas une chambre Sofitel, hein, j'insiste bien, c'est une chambre qui est faite en upper upscale ou en luxury dans un hôtel. Donc c'est dans un Sofitel par essence, on ne va pas le faire dans un Ibis pour avoir les clients. Et pour que les gens puissent dormir tous les jours. Donc c'est le Sofitel du Faubourg, donc on voulait imprimer un côté un peu cocotte, il faut être très clair, qui plaît beaucoup là-bas. Et essayer un certain nombre de technologies, donc on a des rain showers, tout un tas de bazar. Ça, c'est la chambre, l'autre qu'on a fait au même moment au Pullman Bercy, pour être très clair. À l'époque, c'était un Sofitel Bercy, et qui incorpore aussi beaucoup de nouvelles technologies. Et vous voyez entre autres un écran, qui est un écran, c'est un film sur une vitre, simplement. C'est-à-dire que quand vous l'éteignez, vous retrouvez toute la transparence. Donc c'est une technologie qu'on verra certainement pas de sitôt dans le monde. Ça, c'est vraiment un prototype unique. Donc ça, oui, c'est un site de projection, mais c'est un film qui est collé sur le verre. Non, c'est pas Saint-Gobain, ce sont des Japonais qui font ça. Non, Saint-Gobain, c'est pas cette technologie-là. Non, ça c'est une technologie japonaise. Mais si vous avez des questions, vous avez le designer qui est au fond là-bas. Donc c'est une chambre qui incorpore beaucoup de nouvelles technologies. La cabine douche, c'est une cabine entièrement en Privalight, c'est la première à être faite comme ça aussi. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est magique, c'est qu'encore une fois, on évoquait l'évolution. L'évolution, on est passé de la fonction à l'émotion. Et effectivement, c'est une chambre, quand vous êtes dedans, vous êtes dans votre lit face à la ville, hein, vous avez la Seine, vous avez les scintillements de la ville, etc. C'est absolument hallucinant. On est à la fois dans la technologie et dans l'émotion.
Alors ça, c'est un certain nombre d'autres hôtels qu'on a fait. Donc ça, on retrouve Pullman Bercy, le bar qui vient d'être fait, un certain nombre d'autres hôtels. Et on retrouve à chaque fois, alors pourquoi je vous ai montré celui-là, c'est qu'en fait, c'est également l'évolution de la flexibilité, l'adaptabilité des espaces, qui fait partie des briefs actuels. On le retrouve dans les services généraux aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à la chambre, même si j'ai voulu parler de la chambre qui est notre métier, notre core business, les services généraux vivent la même chose. C'est-à-dire que typiquement, le desk d'accueil tel qu'on l'a connu, il va disparaître de toute façon. Le check-in, check-out, il va se faire soit en ligne, soit il se fait avec des bornes. Les bornes, au demeurant, je pense qu'on ne les verra pas très très longtemps dans l'hôtellerie. On va plutôt passer à une nouvelle technologie type RFID. D'ailleurs, les deux chambres précédentes sont avec RFID. C'est-à-dire que vous chargez en ligne votre truc, vous passez votre portable, vous accédez à l'ascenseur, vous rentrez dans votre chambre. Et votre prix est chargé en ligne. Ça, c'est la technologie qu'on va voir certainement demain. Alors, est-ce que ce sera celle-là ou une dérivée de celle-là? Mais en tout cas, on tourne vers ça et on se pose la question de savoir si on doit vraiment développer à outrance les bornes, si on ne passe pas de l'un à l'autre. Donc, le desk, l'accueil, il y en aura toujours, évidemment, mais ils vont se réduire très sensiblement. Quant à, vous évoquiez le F&B, moi j'aurais tendance à parler de BNF aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment le rôle du bar et d'un type de consommation différent et l'interconnexion des espaces. Alors nous ça nous rend service, parce qu'en même temps ça permet de comprimer un peu les espaces, ça les rend plus sympas, plus animés, mais en même temps réduit les surfaces. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ça c'est un peu l'illustration de ce qui est en train de se passer. Alors, dans tout ça évidemment, je vous évoquais les contraintes. Hein. L'avantage qu'on a, c'est l'inconvénient, c'est qu'on a subi ces contraintes ces dernières années, qui sont des contraintes énergétiques, les coûts, la dimension environnementale. Et au même moment, on voit apparaître des technologies ou des produits qui, en même temps, sont extrêmement intéressants, extrêmement beaux, sexy. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté Baba Cool Larzac, je vais faire de l'environnement et je fais de la merde. Non, on a des produits extraordinaires. Et donc, on a fait le premier hôtel entièrement, ou quasiment entièrement en LED. Donc c'était le Mercure Étoile, qui était une micro-chambre, et on voit également les liaisons d'espace. C'est-à-dire que c'est une réflexion à la fois, alors là c'est même presque un concept hôtel, hein, pas une concept room, où effectivement la liaison entre la salle de bain et la chambre existe, on retrouve un éclairage tout en LED et un certain nombre de matériaux environnementaux, etc. Donc cette démarche chez nous, elle est extrêmement présente. Ça, c'est un proto qui est en cours un projet qui est en cours de création. En fait, on a un peu de mal à le mettre en place, mais on va y arriver. C'est un ibis qu'on appelle Onomo, qui est en fait entièrement la construction, alors c'est vraiment un travail d'architecte, sur le principe de la termitière. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord en termes de recyclage d'eau, etc., il n'y a pas de problème, mais en plus, effectivement, la double pôle, les orientations solaires, de façon à économiser l'énergie, la récupérer et la transformer. Donc ça, c'est destiné à des pays en voie de développement essentiellement, donc Sénégal et autres. Je crois que c'est à peu près tout. Ben voilà. Extrêmement riche. Donc ce qui est intéressant dans les illustrations que je vous ai montrées, c'est qu'on retrouve du très économique jusqu'au luxe. On retrouve la même démarche fondamentale, traitée de plein de façons différentes, qui est effectivement l'approche des nouveaux espaces, des nouvelles appropriations des espaces et de leur traitement. Voilà ce que... Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Je ne sais pas si vous avez pas vu. Merci.